Avertissement. Les idées développées dans cette chronique sont celles de l'auteur seul et n'engagent en aucune façon les créateurs et les détenteurs des droits des œuvres respectivement abordées et ou citées. Il s'agit d'analyses et de réflexions personnelles. Toute ressemblance avec d'autres analyses déjà existantes ne serait que purement fortuite. Certains passages peuvent vous gâcher le plaisir de la découverte des œuvres en question. Réfléchissez bien avant de regarder cette chronique. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même si vous vous êtes fait spoil. Sur ce, bon visionnage. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Pop Philo, l'émission où nous recherchons la philosophie dans les succès populaires. Aujourd'hui, nous parlons de Berserk. Berserk est un manga seinen de dark fantasy écrit et dessiné par le mangaka Kentaro Miura, sorti en 1989, toujours actif aujourd'hui et compte au jour où j'écris une quarantaine de tomes. Si son succès fut limité à ses débuts dû à son univers peu apprécié au Japon, il a su gagner en popularité au fil des sorties et particulièrement dans les pays occidentaux, surtout en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Ce manga a même inspiré de nombreuses musiques, notamment le groupe de métal Beast in Black. Il eut de nombreuses adaptations telles que l'animé de 25 épisodes sorti en 1997, une trilogie de films dans les années 2010, un second animé en 2016, ainsi que quelques jeux vidéo, notamment Berserk at the Bane of the Hawk, sorti en 2016. Berserk est considéré comme l'un des meilleurs mangas jamais écrits et constitue aujourd'hui un des piliers de cet art. Pour les profanes, Berserk peut sembler être seulement un manga violent qui se veut seulement gore, où sang, guerre, rituels démoniaques, infanticide, torture, viol, pédophilie et inceste sont juste là pour être montrés. Mais ce ne sont pas ces détails qui ont valu à Berserk ses lettres de noblesse dans le monde du manga. Tout cela sert un propos, une intrigue, le développement des protagonistes et des antagonistes. Son univers, ses personnages, ses thématiques, ainsi que son ton sombre et glauque et sa façon de jouer avec la moralité sont les caractères que les fans de Berserk mettent le plus en avant. Berserk présente un univers extrêmement riche et complexe, où Miura nous peint une fresque presque infinie où se côtoient monstres mythologiques, prophéties, sorcellerie, fanatisme religieux de l'Europe médiévale et représentations cauchemardesques grandement inspirées des gravures de Gustave Doré et des tableaux de Francisco de Goya, de Moritz Cornelis Escher et de Jérôme Bosch. Et pour compléter cette fresque, Miura nous bombarde de références aux mythologies judéo-chrétiennes, gaéliques, nordiques, gréco-romaines ou même hindoues et arabo-persanes. Notons aussi les innombrables références aux livres de science-fiction et à certaines œuvres cinématographiques, sans oublier l'influence certaine de quelques mangas cultes des années 70, notamment le magnifique Devilman de son confrère Go Nagai. Berserk nous narre l'histoire de Guts, le guerrier noir, un homme nihiliste maudit en quête de vengeance contre ceux qui lui ont tout pris.
les apôtres, des humains transcendés en démons par des pendentifs nommés Béhérit, et leur chef, les God Hand, les anges ténébreux de la main de Dieu. Tout au long de l'histoire, il les recherche pour les éliminer et particulièrement il désire tuer son vieil ami, le chef de la brigade du Faucon devenu God Hand, Griffiths. Frappé par une marque maudite apposée dans son cou par les God Hand, Guts attire à lui tous les esprits démoniaques et doit les combattre chaque nuit pour survivre. Cela ne va évidemment pas sans rappeler la tentation de Saint Antoine, voire même le combat que mène Bouddha contre le démon de la tentation où chacun doit résister aux violences spirituelles qui les assaillent. Au fil de ces combats, Guts alimente sa rage et devient ce que l'on appelle un berserker, un guerrier fou de rage obsédé par le combat et guidé par une fureur sacrée. Cependant, Guts est tiraillé entre la soif de vengeance et son désir de protéger la seule personne qui lui reste, sa bien-aimée Casca, ancienne bras droit de Griffiths devenue folle après la scène la plus iconique de Berserk, l'ascension de Griffiths pendant le sabbat de l'éclipse. Si votre serviteur fait partie des plus grands fans de Berserk, ce n'est pas sans raison. Ce manga présente une philosophie qui ne m'a pas laissé indifférent. Il serait aisé d'analyser autour de la vengeance de Guts, ou encore les conséquences des travers des religions, mais j'ai envie de parler d'autre chose, des points qui me semblent plus intéressants. La plus grande source de souffrance de Guts découle des liens qu'il tisse avec les autres. Né d'une mère morte pendue à un arbre, il fut recueilli par Sis, la femme de Gambino, chef d'une bande de mercenaires qui mourra peu de temps après de la peste. Gambino le prit alors sous son aile et lui fit subir des entraînements effroyables pour le renforcer. Il vendra même Guts à un de ses acolytes pour une nuit alors qu'il n'avait que 9 ans. Devenu paranoïaque au fil des ans et surtout ivre, son père adoptif essaya de le tuer prétextant que Guts était la source de tous ses malheurs, comme la mort de Sis et son amputation en essayant de le sauver. Ne pouvant que se défendre, il tua son père et fuit le camp de mercenaires. Dès lors, Guts ne combattra plus que pour lui-même, sans s'attacher à qui que ce soit. Mais sa vie va basculer lors d'un duel où il rencontrera et affrontera le chef d'une bande de mercenaires nommé la Brigade du Faucon. Le Faucon, Griffiths, réussit à vaincre Guts et l'enrôla dans sa troupe. Au fur et à mesure des années, Guts deviendra le capitaine de la troupe de choc des Faucons, et une amitié certaine va s'installer entre les deux hommes, non sans la jalousie de la commandante Casca qui n'a Dieu que pour Griffiths. Si Guts et Griffiths se ressemblent d'une certaine façon, leurs conceptions du monde sont radicalement différentes. Griffiths a un rêve, avoir son propre royaume, être un souverain où tout ne serait que paix. Je prendrai possession de mon propre pays. Guts était autrefois attaché à sa liberté, mais depuis toutes ces années, il oublia sa soif de liberté qu'il essaye de regagner inconsciemment en ne suivant pas à la lettre les instructions de Griffiths durant les batailles, ce qui le mène souvent au danger fatal. Tant de ses compagnons sont morts pour son rêve, et pourtant Griffiths risque jusqu'à sa vie pour sauver Guts. Lui qui était prêt à tous les sacrifices pour atteindre son rêve, envoyer des jeunes recrues à la mort ou vendre son corps au plus offrant. C'en est trop pour Casca, qualifiant Guts de chien enragé. Elle qui a été sauvée par Griffiths, elle qui a suivi le rêve de Griffiths, elle qui n'a Dieu que pour Griffiths, elle ne comprend pas pourquoi Guts est si important. Je ne supporte pas ton égoïsme, tu as commencé à le tuer, je me contrefiche que tu cherches à mourir au combat, mais que tu écartes la troupe du Faucon, que tu écartes Griffiths de son rêve, ça je ne te le pardonne pas. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir changé Griffiths ainsi. Pourquoi ? Pourquoi cela devait être toi ? Pourquoi ? Si on se remémore la dernière action que Griffiths a demandé à Guts, après avoir été anobli par le roi du Midland pour ses actions durant la guerre contre les Tudors, nombreux sont ceux à vouloir éliminer Griffiths, d'autant plus qu'il convoite la princesse Charlotte pour devenir roi. Griffiths, après avoir survécu à une tentative d'assassinat orchestrée par le frère du roi, le comte Julius, il ordonna à Guts de l'assassiner, ce qu'il fit. Malheureusement, il tua aussi par un concours de circonstances le fils de Julius, Adonis. La relation qu'avaient Julius et son fils Adonis était similaire à la relation qu'avaient Guts et Gambino. C'est alors qu'il se vit lui-même dans cet enfant innocent. Il se rappela de son père Gambino, pourquoi il avait fui et surtout pourquoi il ne voulait dépendre de personne. La besogne faite, il se pressa pour l'annoncer à Griffiths. C'est alors qu'il entendit sa conversation avec la princesse. Ce sont d'excellents subordonnés. Nous avons frôlé la mort ensemble un nombre incalculable de fois. Ce sont mes précieux compagnons qui ont dévoué leur corps à la réalisation de mon rêve. Mais de mon point de vue, ce ne sont pas mes amis. Celui dont on n'asphyxie pas les rêves, celui-là est un ami. Celui à qui l'on ne doit pas imposer sa vue, qui a trouvé sa propre raison de vivre, et si quelqu'un s'y opposait, il se dresserait contre lui, même si ce quelqu'un s'avérait être moi. Pour moi, c'est cela un véritable ami. Il est mon égal. On comprend alors qu'avec le discours de Casca, Guts va se poser de nombreuses questions, et va ainsi parler avec Casca de son ressenti. Quand je regarde ce spectacle, on dirait que chacune de ces lumières est en fait le réceptacle des pensées et des minuscules aspirations de chacun, un foyer de rêve en quelque sorte. Et chacune de ces flammes qu'un souffle suffirait à éteindre se trouve projetée dans un feu plus grand, un brasier du nom de Griffiths. Malgré tout, il n'y a ici aucune flamme qui m'appartient.
C'est ainsi que Guts envisagea de quitter définitivement la troupe du Faucon. Il ne veut pas alimenter le feu de Griffiths, il veut son propre feu. Le chien enragé à la tête muselée est mis à la niche pendant que le Faucon jouit en planant dans le vent. C'est ici que nous entrons dans la première philosophie intéressante de Berserk, qui est la philosophie d'autrui. L'autrui est ce qui diffère de moi. Autrui est cet autre que moi, avec qui je partage ce qui me constitue. Un alter ego en quelque sorte. Une sorte de conscience qui fonde et brouille ma propre conscience à la fois. C'est ainsi que Guts commence à douter. Peut-il vraiment exister face à Griffiths ? La découverte d'autrui est alors un questionnement sur son rôle dans la constitution de sa propre conscience, sur les interactions qui fondent sur son identité autant que sur celle d'autrui. Si l'on suit le doute de René Descartes dans les méditations métaphysiques, je pense, j'existe, cette proposition est vraie toutes les fois que je la conçois en mon esprit. L'enjeu est de savoir si son fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, est le fait d'une conscience isolée, un solipsisme de la conscience, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pour le sujet pensant d'autres réalités que lui-même, ou alors si d'autres sujets pensants peuvent en être déduits. Le problème a été réglé par Descartes, avec l'existence de Dieu qui prouve que autrui n'est pas un automate animé par le malin génie ou le fameux cerveau dans la cuve de Hilary Putnam. Cependant, si Edmund Husserl accorde à Descartes que les vécus de conscience d'autrui ne peuvent m'être accessibles, son existence n'en est pas moins donnée à partir du moment où la mienne est établie. Nous pouvons nous transposer par la pensée dans la conscience d'autrui, et même si l'on ne la connaît pas, nous pouvons la reconnaître comme conscience. Qu'est-il arrivé à Guts précisément ? Lui ne vivant que pour combattre, ne s'attachant à personne. Si, comme le dit Casca, Guts cherche à mourir, c'est qu'il n'existe pas. Il cherche à prouver son existence, son cogito ergo sum. Mais face à Griffiths, il ne peut pas exister. Il n'est qu'une flamme qui alimente le grand brasier. C'est en prenant conscience du meurtre du jeune fils du comte qu'il va se réveiller. Pourquoi cet enfant devait mourir de la main d'un homme sans rêve pour le rêve d'un autre ? Guts, cet homme qui pourtant était destiné à mourir, né d'une pendue, d'un corps sans vie, né dans le sang et les tripes, il devait être laissé là, à pourrir sous son cadavre. C'est en transposant sa propre conscience dans celle du jeune enfant qu'il put se rendre compte de sa propre conscience. Ici, c'est plutôt la pensée de Husserl que Berserk nous montre. Dès lors, Guts a pu comprendre le discours de Griffiths. En restant dans la brigade, il ne pourra jamais exister. Il ne pourra jamais être l'égal du Faucon. Fatalement, puisque Guts cherche à exister, il va alors entrer en conflit avec Griffiths. La découverte d'autrui n'est pas sans effet, que ce soit sur ma conscience ou sur celle d'autrui. En effet, autrui est celui auquel je me confronte, et dont la rencontre entraîne une lutte qui ne peut me laisser que gagnant ou perdant. Quel est donc l'effet de la découverte d'autrui sur Guts ? Un autre que Guts, Griffiths, se tient en face, qui est tout à fait semblable, ce sont des orphelins que la vie n'a pas épargnés, mais avec un rêve, et c'est ce rêve qui les diffère. Avant d'entrer dans la troupe du Faucon, Guts n'avait aucun but, et c'est pour ça qu'il a perdu son premier duel face à Griffiths. Griffiths fut le gagnant et Guts le perdant de cette confrontation des consciences. Cela rappelle la pensée de Jean-Paul Sartre. La confrontation des consciences est une conséquence logique de la définition même de la conscience. Lorsque j'ai conscience d'une autre conscience, de sujet conscient de lui-même, je la transforme en objet saisi par ma conscience. Sartre dit que nous chosifions le sujet conscient et que, en faisant de lui un objet, nous le privons de liberté. Voilà comment a procédé Griffiths pour vaincre Guts. Griffiths connaît le point faible de Guts. À la manière dont tu te bats, on pourrait croire que tu cherches à tester ta survie. Mais paradoxalement, tu te bats ainsi pour trouver une raison de vivre. Il fait de Guts un objet de désir. J'ai envie de toi, Guts. Tu es intéressant, tu me plais, je te veux, Guts. Guts, n'ayant aucune preuve de son existence et donc de sa conscience, il ne peut qu'acquiescer dans le sens de Griffiths. Tu pourras faire de moi ce que tu veux, que ce soit soldat ou objet sexuel. Mais hélas, sans qu'il le sache, Guts a déjà perdu. Et bien que durant le combat, Guts reconnaît la valeur de Griffiths et le considère comme un égal, enfin un véritable adversaire. L'étau s'est resserré avant même que le combat ne débute, car Griffiths a fait de lui un objet, ainsi il est son maître. Et qui dit maître dit esclave. Une fois Guts vaincu, Griffiths lui lance « Tu m'appartiens désormais ». C'est ainsi que le chien enragé se trouve muselé et privé de liberté. Pire encore, Sartre nous informe que la confrontation des deux consciences aboutit nécessairement à la destruction de l'une et la victoire de l'autre par l'anéantissement de la première. C'est ainsi que Guts obéit alors à tous les ordres de Griffiths sans distinction, même si inconsciemment il cherchait à regagner sa liberté. Tout semble être bon pour le Faucon, mais cette confrontation engendra l'anéantissement du jeune Adonis et le réveil de Guts.
Griffiths a oublié un détail, celle de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. S'il y a maître, il y a esclave qui lui est soumis. Cependant, il y a renversement de la situation. En effet, le maître ne peut être maître que s'il y a esclave. Le maître est ainsi esclave de l'esclave qui devient alors maître. Griffiths, maître de Guts, est devenu dépendant de Guts. Mais Guts ne dépend plus de Griffiths. Il a pris conscience, il veut son propre rêve pour devenir son égal. Et même si Griffiths va encore une fois considérer Guts comme un objet, il affirme malgré tout son besoin de Guts. Je te l'avais pourtant dit, tu es mien désormais. Je t'ai gagné, ta vie sur le champ de bataille, ta mort m'appartiennent. Si tu as envie de quitter mon étreinte, il va falloir regagner ta liberté à la pointe de ton épée, comme auparavant. Mais hélas pour Griffiths, Guts a déjà regagné sa liberté en prenant conscience. C'est lui maintenant qui est privé de liberté en étant attaché à Guts. Tu veux partir? Tu as tant envie que ça de t'échapper de mon étreinte? Non, jamais. Je ne l'autoriserai jamais. Je ne te laisserai jamais partir. Griffiths ne pourra jamais gagner ce dernier duel. Il a déjà perdu, et Guts le sait. C'est bizarre, je me sens étrangement calme. Et bien sûr, Guts réussit à vaincre Griffiths. Pour Guts, le constat est simple. Plus qu'un ami, il est devenu son rival. Mais Griffiths est effondré devant le départ de Guts. À cause de ça, il va commettre une chose terrible et irréparable. Et comme pour se justifier en prévoyance du futur acte de Griffiths, Guts soliloque en pensant à Griffiths, mais aussi à lui-même. Tout va bien, ce n'était rien, rien du tout, comme un caillou que l'on fait rouler sur le bord du chemin. Ce que tu veux atteindre est bien plus grand, bien plus loin. Alors tout va bien, tu te redresses et tu commences à marcher, tout de suite. Le soir même où il est parti, Guts se remémora tous les moments passés auprès des faucons, se demandant même s'il avait fait le bon choix. Mais ce qui est fait est fait. Et telle la culpabilité venue tirailler son esprit, le chevalier squelette surgit de la nuit pour l'avertir que son acte va entraîner une suite d'événements inarrêtables. Or donc l'engrenage s'est mis en branle. Emporte avec toi mes paroles, toi qui refuses de te soumettre. Ces événements ne se font pas attendre, puisque Griffiths, toujours sur le coup du départ de Guts, entra dans la chambre de la jeune princesse Charlotte, et va alors la souiller. Un crime odieux qui avait pour seul but de soulager sa frustration, et malheureusement, cela n'a même pas marché. Pour cette infamie, Griffiths fut condamné à la torture pour au moins 1 an. L'année passant, Guts retrouve Casca et la troupe des Faucons, et organise un plan afin de libérer Griffiths. Mais Casca va le prendre à part, et va le sermonner épée dehors. Tu as affaibli Griffiths. Griffiths avait besoin de toi. Ce discours, Guts l'avait déjà entendu des années auparavant dans la bouche de Casca, lorsqu'il combattit Zod l'immortel, et Griffiths, en voulant le sauver, faillit perdre la vie. C'est de ta faute. Sans toi il n'aurait jamais. C'est de ta faute, raclure. À l'époque, il ne ressentait presque rien, puisqu'il n'existait pas. Mais maintenant c'est différent. Il a conscience des autres et de lui-même. En portant secours à Griffiths, Guts vit ce qui lui est arrivé. Sa culpabilité remonte puissamment et finit par lâcher ses larmes sur le visage meurtri de son rival et ami. L'ensemble des événements qui font suite au départ de Guts nous montre que l'altérité est fondatrice du sentiment moral. En effet, autrui est qui est comme moi, doué de pensée, de sentiments, il ressent, il souffre, aime, promet, pardonne comme je le fais moi-même. Ainsi, autrui convoque en moi mon empathie, voire même ma sympathie. Pour Emmanuel Kant, c'est l'une des maximes qu'il expose dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Ou encore, agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Selon Kant, Guts n'aurait jamais dû quitter la troupe du Faucon, s'il voulait que Griffiths reste aussi dans la troupe. C'est de sa faute si Griffiths est devenu le Faucon des Ténèbres. Mais au-delà de ça, Griffiths est passé outre autrui pour accomplir son rêve. Il ne dépend plus de Guts, ainsi le sentiment moral ne s'applique plus pour lui. Il peut donc faire l'ultime sacrifice au grand désarroi de Guts. Tout semble nous dire que cela a été orchestré. Un certain God Hand, nommé Void, parle de la causalité pour définir ce qu'il s'est passé lors du sabbat ainsi que tous les événements à venir. Enfant béni par la causalité, je m'adresse à toi, Faucon. Le fil de la causalité vient d'être tissé. Le principe de causalité est le principe de liaison pour expliquer la succession des faits. Il présuppose que le futur ressemblera au passé. C'est là tout l'enjeu que la béhérite que portait Griffiths, la béhérite pourpre ou encore l'œuf du roi conquérant, qui choisit tous les 216 ans un humain afin de le transcender en God Hand, ce qui amènera à la destruction du monde tel qu'il est.
Cela nous indique que la relation de causalité ne s'acquiert pas a priori par la raison, mais a posteriori, à travers des expériences, celle de la liaison constante d'une cause et de son effet, comme par exemple le soleil se lève tous les jours, alors il se lèvera demain matin. Cependant, pour David Hume, s'il y a bien une conjonction ou succession fréquente entre deux faits, il n'est pas possible d'affirmer qu'il existe une réelle connexion nécessaire entre ces deux faits. Quand on observe une bille frappant une autre bille et lui transmet ainsi son mouvement, à force d'observer ce phénomène, nous en concluons qu'il y a une connexion entre le mouvement de la première bille et celui de la seconde. Or, nous ne pouvons affirmer autre chose qu'une conjonction fréquente. Si le soleil s'est levé chaque matin jusqu'ici, peut-on vraiment prouver à 100% qu'il va se lever le lendemain matin ? Hume nie que nous puissions avoir une idée de la causalité autrement que par le fait que deux événements se sont toujours succédés. Nous formons alors une anticipation qui nous représente que le second terme doit se produire quand le premier se produit. C'est un certain scepticisme que Hume nous propose, sans toutefois plonger dans le scepticisme extrême. Ce scepticisme modéré est symbolisé dans Berserk à travers le chevalier squelette et la sage sorcière Flora, qui s'opposent tous deux au God Hand. Ce sont ces personnages qui ont aidé et sauvé Gus un grand nombre de fois. Même si le chevalier squelette accorde de l'importance à la causalité, il agit de telle sorte pour arrêter les God's Hand, et donc de stopper cet engrenage, et peut-être voit-il en Guts, cet homme qui refuse de se soumettre, une possible solution pour ce monde. Mais plus qu'une philosophie d'autrui, Berserk est davantage une philosophie des passions. Le désir et la colère sont les plus représentés dans Berserk. Les passions sont pour Descartes les affections ou les changements internes que subit l'âme sous l'impulsion du corps. Pour beaucoup, depuis les Grecs, le désir trouble l'âme. Chaque personnage de Berserk nous montre un désir qui le trouble. Griffiths se met à désirer Guts à un point tel qu'il va l'éloigner de son rêve. Casca souffre en désirant Griffiths et Guts qui ne la regardent pas. Guts désirant son rêve. Chacun souffre en silence de leur désir qu'il ne peut pas assouvir. Dans le cas de Griffiths, toute sa vie repose sur le désir de réaliser son rêve, être maître de son propre royaume. Mais un autre désir l'a troublé, son désir de Guts. Les God's Hands vont d'ailleurs se faire un malin plaisir à lui rappeler en le faisant plonger dans son subconscient. Griffiths enfant regarde un château baigné de lumière dans le ciel et veut l'atteindre. Le château représente bien sûr son rêve, et le chemin pour l'atteindre est jonché de cadavres, les cadavres de ses compagnons tombés pour lui. S'il veut vraiment arriver au château, Griffiths doit empiler les cadavres et leur marcher dessus. Puisqu'il fut troublé par Guts, ce rêve lui paraît maintenant absolument horrible. Les God's Hands vont alors lui rappeler son désir pour ce rêve. Quel petit imbécile! Pourquoi cela ne te suffisait-il pas de simplement regarder ce château? Tu voulais atteindre le château dans le ciel. Pour cela, tu as entassé les dépouilles qui t'ont été offertes. Et maintenant, ce chemin est interrompu. C'est bien entendu la troupe du Faucon et surtout Guts qui ont interrompu ce chemin. Et tu continuerais ta vie ainsi, confiant ton corps meurtri à leurs soins. Tout deviendrait du passé, enterré sous les restes de ton rêve. Mais si cela n'assèche pas ta soif de désir, si maintenant plus que jamais ce château brille à tes yeux, alors rassemble tout ce qu'il te reste. Griffiths se remet à désirer son rêve. Cela équivoque le désir selon Platon, plus précisément l'allégorie de la caverne dans son livre La République. Pour Platon, la seule chose désirable est la vérité. Tous les autres désirs qui nous viennent nous éloignent de celui qui nous fait rechercher la vérité. Ils perturbent notre âme. Ne peut-on pas voir dans ce château lumineux qu'aspire Griffiths la recherche de la vérité, le soleil ? De tout temps, on a considéré que les passions étaient opposées à la raison, et ce depuis l'Antiquité. Ainsi, d'après Cicéron, Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, affirmait que la passion est un ébranlement de l'âme opposé à la droite raison et contre nature. Les passions, contrairement à la raison, ont un pouvoir sur les actions, et seule la volonté liée à la raison peut contrôler les passions. À la Renaissance, Descartes affirmait dans son traité des passions, on peut généralement nommer passion toutes les pensées qui sont excitées en l'âme sans le secours de sa volonté, et par conséquent, sans aucune action qui vienne d'elle, par les seules impressions qui sont dans le cerveau, car tout ce qui n'est point action est passion. Cependant, David Hume prend à contre-pied cette tradition qui oppose la raison et les passions.
Pour Hume, la volonté est une impression interne liée à un mouvement de notre corps ou une perception de l'esprit. Et puisque les passions naissent immédiatement du bien et du mal, c'est-à-dire de la sensation de plaisir ou de douleur, ce sont les passions et non la raison qui domine la volonté. La volonté est l'œuvre toutes les fois que nous cherchons à obtenir un bien ou à éviter un mal, mettant alors en action notre corps et ou notre esprit. Quelle belle démonstration de la pensée humienne dans Berserk. Déjà, rien que l'ascension de Griffiths est due à sa volonté. Même si les God Hands lui ont rappelé son rêve, c'est bien Griffiths qui a prononcé ces mots en toute connaissance de cause. En sacrifice. Face à cet effroyable désastre, Guts va jurer vengeance et haïr à jamais Griffiths et les apôtres. « Je vous exterminerai jusqu'au dernier. Ceci est une déclaration de guerre. » Dès lors, toute sa vie, Guts va choisir de haïr et terrasser tous les apôtres qui se présenteront face à lui et ira même les chercher. L'un de ses plus grands combats se passe dans l'arc narratif, le cycle des enfants perdus. La jeune enfant Jill essaye de ramener sa meilleure amie Rosine devenue apôtre, ce qui trouble fortement Guts durant son combat. C'est son apparence qui me trouble, ou est-ce que c'est à cause des histoires d'enfance de Jill? Je serais encore si fleur bleue que ça? Regarde, pauvre nul, regarde-toi qui te retrouves désarmé à cause de ton cœur tendre. Remplis-toi entièrement encore une fois de désirs meurtriers, il faut que tu te remplisses tout entier. Ici, c'est clairement la volonté de Guts qui agit sur son désir, sa colère et sa haine. Mais si même Berserk nous montre la pensée de Hume, il nous montre aussi son opposé, c'est-à-dire succomber à ses passions. Ou plus précisément, Berserk nous montre le combat entre la volonté de résister à ses désirs en désirant autre chose et la volonté de succomber à ses premiers désirs. Guts est tiraillé entre son désir de vengeance, son désir d'aimer Casca et son désir de la protéger peu importe le prix. Ce chien qui le harcèle en permanence, cette monstrueuse bête noire, symbolise dans sa psyché ses désirs les plus vils, n'apportant que malheur pour lui et les autres. Cette bête tente de lui montrer que son désir de vengeance est plus important que celui de protéger sa bien-aimée. Elle compte tant que ça, plus que Griffiths? Ou alors s'agit-il d'une blessure que Griffiths a laissée et qui te permet de continuer à ressentir la douleur qu'il l'a infligée? Cette fille n'est qu'une offrande en sacrifice pour continuer à haïr Griffiths. C'est ce que tu désires. Ce combat des désirs finit par engendrer la pire chose que Guts ait jamais fait. Son désir de vengeance a pris le dessus sur son désir de protéger Casca. Devant son corps qu'il n'a pu aimer après son traumatisme, Guts veut la violer et la meurtrir pour n'avoir plus que Griffiths comme désir. Dévore-la, transperce-la, c'est une offrande sacrificielle, tu dois tout perdre, tu dois nourrir ta haine. Mais devant les cris de Casca, Guts redésire la protéger et s'arrête tant bien que mal. C'est en désirant autre chose que son désir premier qu'il parvient à rester sain et vigilant. Par la suite, un autre événement va faire écho à cet opprobre. La sorcière Flora va offrir à Guts une armure noire maudite, l'armure du Berserker. Cette armure fait de Guts un monstre ne ressentant plus aucune douleur et peut donner libre cours à sa folie destructrice. Cette armure sert de catalyseur à son désir de vengeance et il attaque tous ceux qui se trouvent à proximité sans distinction, que ce soit les apôtres ou ses nouveaux compagnons. Mais la petite sorcière Shirk va alors plonger dans l'inconscient de Guts pour le ramener, mais en vain. Seule une chose va le faire revenir, le nom de Casca. Son désir de la protéger redeviendra plus grand que son désir de vengeance. Ceci est une belle représentation du désir de Ulysse dans l'Odyssée de Homère. Pour rappel, Ulysse ordonne à ses hommes de l'attacher au mât de son bateau pour écouter le chant impitoyable des sirènes. Bien conscient qu'il serait trop faible pour y résister, choisit d'éprouver son désir sans le satisfaire, puisque s'il le satisfait, cela signifie sa mort. Guts est comme Ulysse. Si Guts assouvit ses désirs malfaisants symbolisés par le chien, cela le perdra. Mais en désirant le chant des sirènes ou sa soif de vengeance envers Griffiths, tout en désirant son salut ou son désir de protéger Casca, ils parviennent à ne pas se perdre. Nous pouvons également y voir la manifestation du conatus de Spinoza, c'est-à-dire de l'effort que nous faisons naturellement pour persévérer dans notre être, en désirant un autre désir plutôt qu'un désir mortel, en évitant la possibilité de jouir de la vengeance tout en ayant la possibilité de ne pas y succomber totalement. De ce point de vue, il faudrait s'efforcer de changer l'ordre du monde pour satisfaire ses désirs dans une démarche qui pourrait s'aspirer à l'accroissement de la volonté de puissance chez Friedrich Nietzsche. Puisque nous sommes en train d'évoquer Nietzsche, il est temps à présent d'expliquer en quoi Berserk est une œuvre nietzschéenne.
Berserk nous montre dans un premier temps le renversement des valeurs, décrit dans la généalogie de la morale. Pour Nietzsche, il y a les puissants et les faibles. Les puissants se nomment eux-mêmes bons, ils sont dans les actions, ils affirment leur existence sans tenir compte des autres. Ils tuent, détruisent, violent et torturent les faibles. Les faibles sont nommés mauvais par les puissants, ils ne peuvent pas agir, ils ne sont que dans la réaction. Les faibles veulent être forts, mais ils n'en ont pas la force, alors ils éprouvent un ressentiment, une haine sans nom. Dès lors, il va y avoir un renversement des valeurs. Les puissants seront nommés méchants par les faibles et ils se nommeront eux-mêmes bons. Ici, Nietzsche nous dit que c'est ridicule. Avoir un ressentiment envers ceux qui sont forts montre la médiocrité des faibles. C'est comme si un agneau reprochait à un rapace d'être un rapace. Le rapace se moque bien du pauvre petit agneau qui se plaint. Pour lui, il est bon, et les agneaux sont mauvais car ils ne sont pas capables d'être rapaces. C'est la moralité du maître, une approbation de soi. L'agneau se plaint du privilège du rapace, mais comme il ne peut pas être fort comme lui, comme il ne peut pas réellement se venger dû à son impuissance, il le hait en le traitant non pas de mauvais, mais de méchant. Ils haïssent sans pouvoir agir. C'est la moralité de l'esclave, une désapprobation des autres. Exiger de la force qu'elle ne se manifeste pas comme force, qu'elle ne soit pas une volonté de subjuguer, une volonté de terrasser, une volonté de dominer, une soif d'ennemi, de résistance et de triomphe, c'est tout aussi absurde que d'exiger de la faiblesse qu'elle se manifeste comme force. Bien que Nietzsche considère les prêtres comme faibles, dans Berserk, la papauté est la caste la plus puissante. Dans l'arc Le cycle de la Renaissance, suite à l'invasion des Kushan en Midland, les fugitifs et les pèlerins demandent asile à la tour d'Albion, l'un des plus grands monastères du Saint-Siège. Pour aider l'ordre des chaînes sacrées à faire régner l'ordre dans ce cloaque toujours grandissant dû au nombre de réfugiés qui ne cesse de s'accroître, la papauté envoya en urgence le grand inquisiteur Mosguz et commence alors à traquer les hérétiques et les sorcières qui se cachent dans le camp de réfugiés. Ce fanatique torture, exécute tout homme, femme ou enfant qui désobéit ou se comporte selon lui comme un hérétique, et ce même s'ils sont innocents. La caste des faibles vont alors réagir et beaucoup vont devenir de vrais hérétiques en organisant des messes noires à chaque nuit où orgies, sacrifices et cannibalisme sont omniprésents. Ils renient ainsi leur religion pour s'affranchir des puissants. Mais selon Nietzsche, le renversement des valeurs n'est possible qu'à la condition de croire que nous ne sommes pas déterminés. Cela revient à dire, selon l'agneau, le rapace a choisi d'agir en rapace, ce qui est aberrant pour Nietzsche. Un rapace est un rapace parce que c'est sa nature d'être rapace. Et alors les agneaux se complaisent en disant qu'ils ont choisi d'être faibles. Je suis un agneau parce que j'ai décidé d'être un agneau. Si nous sommes libres, cela signifie que les puissants ont choisi d'agir comme ils sont. La faiblesse devient alors un mérite, leur incapacité deviennent des vertus, et les capacités des puissants deviennent des vices. Il y a alors spiritualisation des pulsions. La lâcheté devient patience, la crainte humilité et l'incapacité à se venger, pardon. C'est ce que Nietzsche appelle la mauvaise foi de l'impuissance. Cette perspective est nettement présente dans Berserk, notamment avec Nina, une prostituée réfugiée guidée par la gentille Luka, qui fut secourue par les nouveaux compagnons de Guts en même temps que Casca. C'est une trouillarde qui a choisi l'hérésie car elle éprouve un ressentiment contre Luka, qui est plus forte qu'elle. Nina est tellement faible qu'avant même de se faire torturer, elle craque et dénonce Casca. Mais elle a appris à la fin de l'arc. Nina accepte sa nature d'agneau et part loin de Luka et va finalement vivre sa vie. Car elle sait que si elle reste avec elle, elle continuera à avoir un ressentiment envers Luka. Berserk nous montre également une subtilité. Le reste des réfugiés ne sont pas de paisibles agneaux qui ont accepté leur faiblesse. Eux aussi vont avoir une morale d'esclave. Mosguz a condamné la pauvre Casca à brûler sur le bûcher pour sorcellerie. Dès lors, les réfugiés vont croire qu'ils ne peuvent être sauvés des démons qui assaillent la tour qu'en brûlant la dite sorcière. Guts va alors montrer à Mosguz toute l'étendue de la moralité de l'esclave de ses ouailles. Quelle connerie! Prier ça ils savent faire, hein! Mais comme des oiseaux de basse-cour, dès qu'ils ont un peu chaud au cul, ils ne savent que tomber à genoux, ceux-là. Ces dizaines de milliers de gens ne font que se cacher lâchement derrière une seule femme. Si chacun est responsable, cela veut dire que Dieu récompensera les bons et punira les méchants. Ce sont Guts, le démon, Casca la sorcière, et leurs compagnons hérétiques qui sont les méchants. Et pourtant, tous ceux qui ont suivi aveuglément Mosguz furent dévorés par les démons de la nouvelle éclipse, tandis que ceux qui ont douté des paroles de Mosguz et ceux qui n'en ont cure ont finalement tous survécu à ces terribles nuits. Cette nuit qui fut le théâtre de la renaissance de Griffith sur Terre. Le faucon des ténèbres est devenu le faucon de lumière. C'est là que Berserk nous présente le commencement de la plus grande nouvelle que Nietzsche nous a confiée, celle de la mort de Dieu.
Dans son gai savoir, Nietzsche nous parle de la mort de Dieu. Cette mort ne signifie pas nécessairement la fin de la croyance en Dieu. Il s'agit plutôt de l'effondrement du système et les valeurs que Dieu garantissait. Le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Cela entraîne une perte de sens totale, un peu comme si, pour la Terre, le soleil disparaissait. Il n'y aurait plus qu'un néant infini. Si Dieu est mort, alors il y a dévalorisation de ses valeurs. Guts a été témoin de la mort de Dieu, le jour de l'éclipse. Tous ses compagnons ont été massacrés et dévorés par des choses absurdes. Sa bien-aimée Casca violée sous ses yeux, et le monde a été ébranlé suite à la transcendance de Griffiths. Guts va alors devenir profondément nihiliste, reniant ainsi toutes les valeurs d'antan. Il torture et élimine n'importe quel individu pour recueillir des informations, refuse de secourir des pauvres airs injustement condamnés à mort, se moque de l'altruisme et de la charité, susurre l'idée à une enfant de se suicider, utilise des habitants et même des enfants comme appât contre les apôtres. Le nihilisme de Guts est un nihilisme passif. C'est une pensée qui traduit un sentiment de détresse. S'il n'y a plus de Dieu, y a-t-il encore quelque chose de bon, de beau, de vrai? Plus rien n'a de valeur et le pessimisme se développe. Alors Guts sombre dans la critique et le relativisme. Et il va d'ailleurs bien tourner en dérision la foi aveugle de la commandante des chaînes sacrées, Dame Farnèse. Toi était mon Dieu par-ci, était notre Seigneur par-là, c'est si ridicule. Tu l'as déjà rencontré, Dieu? Quelle belle réponse toute faite. Tu l'as étudié au couvent? Autrefois à la guerre, il y avait un noble qui disait comme toi. Et il a sans sourciller brûlé une ville entière, femmes et enfants compris. Ce que je dis, c'est que tu es comme cette décoration à l'intérieur creux. Tu ne sers à rien, et Dieu, tu t'en fiches. Si tu penses que je vais me confesser à toi, tu perds ton temps. Je n'ai aucune intention de me repentir, et même si je te parlais, tu ne comprendrais rien du tout. Pourquoi tu ne vas pas plutôt donner des leçons dans un vieux temple puant l'humidité? Guts n'est pas le seul à avoir un nihilisme passif. En effet, suite à l'invasion des Kushan et à l'incident à la tour d'Albion, les habitants du Midland vont être pris d'une terrible détresse. Mais contrairement à Guts, le peuple ne va pas se mettre à relativiser. Oh que non. Appelant l'ancien héros Griffiths à leur secours, le peuple cherche à remplacer Dieu. Les habitants du Midland vont mettre le faucon de lumière Griffiths à la place de Dieu, pour retrouver les mêmes valeurs qu'ils avaient avec Dieu. Même le pape en personne va s'agenouiller devant la magnificence éclatante que laisse transparaître le faucon de lumière. S'il y a un nihilisme passif, il y a donc un nihilisme actif. L'effondrement des valeurs entraîne la joie de créer de nouvelles valeurs. Pour Nietzsche, il s'agit d'une histoire supérieure, celle du surhumain, qui deviendra Dieu à la place de Dieu. Qui mieux que Griffiths pour incarner ce nouveau Dieu, lui qui s'est transcendé en God-Hand pour son rêve, un royaume à son image, un monde où humains, démons, apôtres et entités astrales vivent ensemble. Falconia. L'annonce de la mort de Dieu et l'avènement du surhumain nous sont annoncés dans le plus connu des livres de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Ce prophète sumérien est à l'origine des valeurs développées par Mani, qui deviendra le manichéisme. Le monde est divisé en deux, avec deux principes contradictoires absolus. Nous pouvons y voir dans Berserk le combat que se livre Griffiths avec son monde parfait et altruiste en apparence où les individualités doivent uniquement aider à vivre ensemble, et Guts avec sa liberté et ses passions qui prévalent sur autrui. Mais pour Nietzsche, le dualisme est une fiction, reprenant ainsi le plus important principe de Héraclite, la mouvance de toute chose. Le monde est changeant et son devenir imprévisible, et ainsi le principe manichéen n'est qu'illusion. Griffiths charme avec ses pouvoirs de God-Hand toutes les personnes qu'il croise et fait plier leur volonté à la réalisation de son rêve. Et Guts, malgré toute sa rage et ses passions meurtrières, se retrouve apaisé et serein lorsqu'il rentre à Elfheim, le royaume des elfes. Pour Nietzsche, c'est par la volonté de puissance que l'homme peut atteindre le surhumain, et pour l'atteindre, l'homme doit faire 3 métamorphoses, le chameau, le lion et l'enfant. Tout l'enjeu de Guts est de passer par ces 3 métamorphoses s'il veut réussir à vaincre Griffiths. Le chameau. Il s'agit de l'esprit humain qui demande à porter de lourds fardeaux afin de pouvoir jouir de sa force, la justice, le bien, la vérité, etc. Ayant grandi avec ces valeurs, l'homme se conforte dedans et admet que ces valeurs comme acquis est immuable. Malheureusement, cela pétrifie notre esprit, la vie, le devenir. Le chameau porte les valeurs, mais les accepte sans les questionner. Guts porte un fardeau colossal. Il recherche les étincelles d'épée qui s'entrechoquent afin de ressentir pleinement sa force. Les petites étincelles d'épée s'entrechoquant, tout ce qui s'est accumulé entre moi et mon adversaire. Nos existences s'entrechoquent pour libérer de minuscules étincelles. Ma vie devient visible.
Toutes ses valeurs se sont effondrées le jour de l'éclipse, et maintenant il traîne sa dernière valeur. Berserk nous montre très bien ce fardeau dans l'esprit de Casca. Dans une région désertique, un chien traînant derrière lui un cercueil où repose une poupée brisée de Casca. Mais la bête noire cherche à détruire cette dernière valeur. Le lion, c'est la volonté de puissance, le « je veux ». Il cherche un maître à combattre et à vaincre. Le dragon, qui symbolise les valeurs traditionnelles, le « tu dois ». Le lion saisit l'illusion de ses valeurs et cherche à s'en débarrasser. La bête noire tente sans cesse Guts à lâcher prise, d'abandonner définitivement Casca, dernier vestige de ses valeurs. Hélas, le lion peut se perdre dans une critique stérile de toute valeur. C'est ainsi que le nihilisme emplit le cœur de Guts. Alors Guts ne peut pas créer de nouvelles valeurs, et jamais il ne pourra devenir enfant. L'enfant, c'est l'embryon du surhumain. Il représente un nouveau commencement, l'innocence et l'oubli. Les anciennes valeurs nous ont fait perdre notre innocence et par conséquent, en créant de nouvelles valeurs, nous retrouvons notre innocence. Cet embryon ne peut être que Griffiths, une fois transcendé en God-End, réincarné sur Terre en faucon de lumière. Se servant du fœtus qu'il a souillé alors que Casca était enceinte de Guts et de l'œuf du monde parfait, il se réincarne afin d'accomplir son rêve dictant de nouvelles valeurs au peuple et au monde. Mon analyse aurait pu s'arrêter ici, mais c'est là toute la subtilité que nous propose Berserk. La poupée dans le cercueil n'est pas son fardeau, c'est sa volonté. Plus il veut la protéger et plus il devient fort. Guts n'a pas grandi avec les valeurs traditionnelles. Toute sa vie n'a été que combat et carnage. Il s'est vengé de l'homme qui l'a violé étant petit, faisant de la vengeance une de ses valeurs traditionnelles. Son vrai fardeau est alors la vengeance. En succombant à la bête noire, il est le chameau dans le désert. Il combat le dragon qui sont les apôtres au service des valeurs de Griffiths. Des valeurs que Griffiths veut imposer au monde. Les apôtres, des hommes, des femmes et des enfants répugnés par la vie et leur entourage voulant devenir plus forts et meilleurs, se transcendent en apôtres, s'affranchissant de leurs valeurs traditionnelles. Mais comme ils n'en créent pas de nouvelles, ils ne peuvent pas devenir enfants. Pire encore, aux yeux de Guts, ils incarnent ces anciennes valeurs qui sont la vengeance et la haine. Ils sont le dragon, emmené par Grunbel, l'apôtre qui peut se changer en dragon. Les apôtres de la nouvelle troupe du Faucon veulent imposer les valeurs de Griffiths, le tu-dois. Le dragon que Guts affrontera en succombant à la bête noire dans l'armure du berserker, le chameau voulant exercer sa force. Mais en entendant le nom de Casca, il redevient le lion qui veut être fort pour cette nouvelle valeur qu'il n'a jamais connue. Mieux encore, Guts finit par chevaucher pendant un combat Zod l'immortel, l'apôtre à tête de lion qui suit Griffiths afin de trouver toujours plus d'adversaires et devenir plus fort. Guts chevauche ce lion comme Griffiths le fait. Ces deux rivaux veulent atteindre le surhumain, pour enfin s'affronter une dernière fois. Mais il reste à Guts à redevenir enfant. La relation qu'a Guts avec les enfants a toujours été extrêmement délicate. Guts n'a pas eu une enfance que l'on peut qualifier de normale. Et depuis son viol, le meurtre de son père, le meurtre d'Adonis et le massacre de ses compagnons, il a totalement perdu son innocence. Et chaque enfant qui tisse des liens plus ou moins importants avec Guts finit par perdre sa propre innocence. La petite Colette tuée et possédée par des spectres et Guts dut l'achever. Theresia qui, en apprenant la vérité sur son père qui était un apôtre, finit par haïr et à maudire Guts qui lui suggéra le suicide avant de finalement la sauver, ce qui plongea Guts dans une profonde mélancolie. Jill qui voulait suivre Guts après qu'il a combattu sa meilleure amie Rosine qu'il refusera pour lui éviter une vie de terreur et de carnage. Ou encore Shirk qui perd sa mentor. Guts est comme une terrible épreuve pour ses enfants. Soit ils meurent, soit ils survivent. Mais puisque ce qui ne tue pas rend plus fort, les enfants que Guts côtoie deviennent meilleurs. Theresia qui restait enfermée dans sa chambre a désormais un but. Jill qui souhaite désormais mener ses propres combats. La petite Erika qui le considère comme un grand frère. Isidro qui le voit comme un modèle, Shirk qui aide Guts à mieux contrôler l'armure du berserker, devenant ainsi une sorcière toujours plus puissante, Isma, une méro qui grâce à Guts a pu retrouver sa mère, et enfin cet étrange garçon aux cheveux noirs qui aide Guts et Casca à de nombreuses reprises. Peut-être que la Béhérite que Guts transporte, ainsi que cet enfant qui apparaît les nuits de pleine lune, mais aussi les relations qu'il a avec ses nouveaux compagnons, formeront peut-être l'embryon de l'enfant Guts. Quoi qu'il en soit, si Guts veut vaincre Griffiths, il devra devenir son égal, un surhumain, sans pour autant avoir pris la même voie que lui, car un faucon ne peut que voler et un chien ne peut que courir. Mais la terre et le ciel ne sont jamais séparés, ils se rejoignent toujours à l'horizon, vers le devenir. Alors si Nietzsche avait connu Berserk, peut-être qu'au lieu d'écrire ainsi parlait Zarathustra, peut-être aurait-il déclaré ainsi parlait Berserk.